l'ensemble des facultés mentales, de perception, etc. Et donc l'IA, en fait, va plutôt se définir à partir de cette dernière acception. Elle va viser à mieux comprendre donc les facultés mentales en les simulant à l'aide d'ordinateurs. Elle va les intégrer dans des dispositifs technologiques, par exemple la reconnaissance faciale, la génération de texte. Donc vous voyez, l'IA, ça serait plutôt sur, encore une fois, cette simulation de certaines des facultés intellectuelles, cognitives. La notion d'intelligence artificielle générale confond justement l'ensemble des facultés cognitives que l'IA essaye de simuler, donc à savoir donc l'intelligence, donc comme je viens de vous l'indiquer, au 4e sens, avec l'esprit, justement, avec la première définition que je vous ai indiquée. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on comprend qu'on va avoir une crainte que les développements d'intelligence artificielle eh bien, vont éventuellement pouvoir produire des esprits numériques. Et cette crainte-là, bien évidemment, repose sur cette confusion entre les deux définitions. La simulation des différentes facultés cognitives ne conduit pas à la constitution d'un moi conscient de soi et animé d'une volonté propre qui s'opposerait à la nôtre. Alors là, ça, c'est Jean-Gabriel Ganassia, donc un collègue qui avait fait cette juste remarque, justement, et qui, comme moi, ne croit pas du tout, justement, au danger de l'intelligence artificielle, et que, pour le moment, on risque rien. Et puis d'autres le disent, c'est là presque une réflexion philosophique. Souvent, on confond eh bien, le processus et le résultat. C'est pour ça que, justement, Geoffrey Hinton, pour lui, eh bien, ce qui compte, c'est le résultat, et puisqu'on a le même résultat que ce que l'on ferait, eh bien, ça veut dire qu'il y a le même processus qui est à l'œuvre. Pour lui, il va y avoir des émotions. Un programme, il va pouvoir être en colère, ou il va pouvoir être content. Pourquoi? Mais parce que si vous êtes en colère contre quelqu'un, puis que vous le rencontrez dans la rue, par hasard, puis que vous le voyez, puis que vous avez effectivement une forte colère contre lui, vous allez peut-être pouvoir vous emporter, et puis ça y est, ça va mal se passer. On pourrait imaginer la même chose avec un dispositif informatique qui aura été, ou un réseau de neurones, qui fera que, à partir de ce moment-là, il pourrait réagir aussi de la même façon. Ce n'est pas parce que le résultat est le même que le processus qui y a abouti est le même. François de la Rochefoucauld, au XVIIe siècle, ça j'aime bien cette formulation, disait que nous aurions honte de nos plus belles actions si le monde voyait les motifs qui les produisent. Ça veut dire que ça, c'est important. C'est que l'intention, la conscience a bien évidemment une forte importance. Donc ça, c'était un petit peu, donc là, je reprenais des éléments, donc comme je vous l'ai dit, de Jean-Gabriel Ganassia, et on a la même chose, l'analyse de Chomsky. Alors pour l'analyse de Chomsky, je vous la passe. Pour lui, promesse trompeuse de ChatGPT, la banalité du mal. Donc ça, on pourrait éventuellement le voir, parce que j'ai demandé à ChatGPT, justement, de voir ce qu'il en pensait. Banalité du mal de Hannah Arendt, c'est quoi? C'est la déresponsabilisation. Voilà. Et vous savez, ce qu'on fait, c'est j'ai fait ça pourquoi? C'était un ordre, et on l'a suivi. On est un bon élève. C'est exactement ce que fait ChatGPT. Hein. Il n'y a pas de responsabilité. Moi, je travaille sur ce qu'on m'a donné, je fais ce qu'on m'a dit de faire. Enfin, ou je fais à partir de ce que l'on m'a donné, de ce que l'on m'a dit. Conformément à ce qui m'a été dit, donné. Et c'est la raison pour laquelle, pour Noam Chomsky, on n'a aucune intelligence. Et on se rapproche, pour le coup, effectivement, de ce que l'on appelle la banalité du mal. Alors maintenant, l'éthique, pour finir.
face aux nouveaux enjeux technologiques, biologiques, écologiques ou militaires, les demandes en éthique et en morale n'ont jamais été aussi fortes, tant au niveau individuel que collectif. La prise en compte de l'éthique dans l'industrie, dans la finance, dans le militaire, donc de façon générale dans tous les développements logiciels, elle peut prendre deux formes. Je vais aller assez vite, je vous rassure. La sensibilisation de la conscience éthique des personnes, donc ça c'est de la formation. Il faut interroger l'impact éthique et social de l'intelligence artificielle. Ou alors, la deuxième façon de prendre en compte l'éthique, c'est de l'intégrer dans les développements d'intelligence artificielle. C'est de modéliser l'éthique et la morale. Donc automatiser le raisonnement éthique, du moins certains de ces aspects, dans les prises de décision d'un système d'intelligence artificielle. Bon, pour les robots tueurs ou les drones, ça va être plus compliqué, mais il faudrait. Alors, les deux courants ne sont pas exclusifs, ils sont complémentaires, puisque avec le premier, il s'agit de sensibiliser, de former les acteurs à la philosophie morale, d'un côté, et puis de développer des raisonnements éthiques de l'autre. Et pour que les décisions éthiques soient comprises par l'opérateur, il faut effectivement au moins qu'ils soient un petit peu formés, justement. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, les deux sont plutôt complémentaires. Alors, dans les principes éthiques qu'il faudrait mettre en place, le premier, c'est de distinguer le bien du mal. C'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile. C'est d'autant moins facile que autant on sait ce qu'est le mal qu'on ne sait pas ce qu'est le bien. Le mal, on sait à peu près. Le bien, c'est plus compliqué. Et on pourrait presque faire, je crois que c'est André Consponville qui avait fait le parallèle avec le vrai et le faux, que déjà avait fait Pascal. De la même façon, autant le vrai est invérifiable en toute rigueur, alors que le faux est attestable en toute simplicité. Autant on sait ce qu'est le faux que le vrai, ça on a du mal. Eh bien, on peut dire la même chose pour le vrai et le bien, et c'est pour ça que c'est pas forcément très simple. Donc il faut bien distinguer le bien du mal, respecter la dignité humaine, la vie privée, les libertés. Ce serait bien éviter les biais, donc des algorithmes, on en a un petit peu parlé, avoir des IA qui soient explicables, auditables aussi, donc qui fassent preuve de transparence, que les systèmes soient sécurisés. Il faut intégrer les humains le plus tôt possible. Avoir une conscience à long terme de l'intelligence artificielle aussi. C'est là où on va retrouver le principe de responsabilité de Hans Jonas, où effectivement c'est un principe de responsabilité mais étendu à la planète et dans le temps. Donc tous ces éléments-là, il faut les prendre ensemble, déployer une pédagogie sérieuse sur ces thèmes-là. Et là, je le remets parce que c'est effectivement quelque chose auquel je m'intéresse plus particulièrement. Alors, justement, sur cette notion d'essayer de mettre en place une intelligence artificielle éthique, mais c'est là où on va distinguer le rationnel du raisonnable. Le rationnel, c'est ce qui est conforme à la raison théorique. Voilà. Ce qui est conforme à la raison. Autrement dit, eh bien, ce que la raison peut penser, peut calculer, peut connaître, et peut au moins en droit expliquer. Le raisonnable, alors là, c'est ce qui va être plutôt conforme à la raison pratique. C'est un désir de vivre, mais conformément à la raison. Alors voilà, c'est ce qu'explique André Consponville ici, c'est ce qui interdit donc de confondre le raisonnable et le rationnel. Et rationnel, donc ce qui peut donc être connu ou expliqué, donc ce que la raison peut connaître ou expliquer, et raisonnable, ce qu'elle peut justifier, bien évidemment eu égard à certains désirs. Alors par exemple, ici l'exemple qu'il donne, c'est que la folie
n'est pas moins rationnel que la santé mentale. La psychiatrie, ici, serait impossible. Donc ça veut dire que la folie est rationnelle. Mais elle est moins raisonnable. Sinon, la psychiatrie serait inutile. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux. Et c'est là où on fait une distinction entre le fait et la valeur. Et ça, c'est un point important, parce que autant le fait, c'est effectivement quelque chose qui repose sur une logique de vrai ou de faux. C'est-à-dire que un fait, c'est une vérité éternelle. C'est pour ça qu'on arrive à définir des systèmes qui fonctionnent sur cette base-là, alors que la valeur, elle, a fait l'objet d'une évaluation. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Un exemple simple pour distinguer les deux. Le fait qu'on soit aujourd'hui, le 14 septembre, à La Baule, réunis pour une conférence sur l'intelligence artificielle, c'est un fait. Et c'est donc une vérité éternelle. Éternelle. Dans 100 000 ans, même si plus personne n'est là, eh bien, ce sera toujours vrai. Mais c'était déjà vrai il y a 100 000 ans. Imaginez que vous ayez deux hominidés qui creusent, il y a une caisse, ils ouvrent et dedans il y a un papier sur lequel est écrit « Le 14 septembre 2023 à La Baule aura lieu la conférence de Robert Boyer sur l'intelligence artificielle », eh bien ça veut dire que c'était déjà vrai il y a 100 000 ans. Maintenant que tout le monde l'a apprécié, que tout le monde y a pris plaisir, ça c'est plus pareil. C'est l'affaire de chacun. Ça repose sur une évaluation, sur un sentiment, sur une valeur. Et on voit que les deux ne sont pas du tout de même ordre. Voilà. Alors, en plus, pour terminer, il y a le problème des valeurs, mais il y a en même temps ce qui nous oppose les uns les autres. Et ce n'est pas tant sur les valeurs qu'on a en commun, mais sur une hiérarchie de ces valeurs, que l'on n'a pas tous de façon identique. Donc ça rajoute une complexité. Voilà. Je vous passe ici l'exemple. L'exemple que je prenais, c'était l'exemple de l'avortement. L'exemple de l'avortement, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ceux qui sont pour, eh bien, ils mettent en priorité la liberté des femmes. Ceux qui sont contre, ils mettent en priorité le respect de la vie. Mais ceux qui mettent en priorité le respect de la vie, ils ne sont pas forcément contre la liberté des femmes. Non, mais ils ont une priorité sur le respect de la vie. Et pareil pour les autres. Ils priorisent d'abord la liberté des femmes avant le respect de la vie. Donc ça rajoute une complexité dans le traitement justement de ces valeurs. Voilà, donc ça je vous le passe. On arrive à la fin. Oui, alors, bon, là on a des termes ici pour indiquer, ça c'était Bernard Stiegler, parce que ça avec l'IA on l'a. Le pharmacone, ça désigne à la fois le remède et le poison. Forcément, parce que tout dépend de comment on va l'utiliser. Voilà. Donc toute technologie, l'intelligence artificielle, vous vous en doutez bien, est à la fois poison et remède. Et le pharmakeia, lui, c'est le nom commun qui signifie l'administration du pharmacone, la drogue, donc du remède ou du poison. Et c'est pour ça que c'est important la pédagogie. Parce que tout dépend comment justement on va percevoir, communiquer, administrer justement ces technologies. Ah, je voulais finir par des résolutions de dilemme. Mais ce que l'on va faire maintenant, juste pour terminer,
je vais ici vous faire des illustrations de ChatGPT. Ça vous va? Je m'en doute. Ah! Alors, on a plusieurs façons de l'utiliser. On va, alors ici je vais vous l'illustrer. Ah oui, mais alors, faut que je me connecte. Mon téléphone. Ah, il est là. Alors, il y a un câble, non? Non, non, mais ça va aller. Ça arrive. On a dû faire avant, je n'ai pas compris. Voilà. Merci. Merci. Alors, voilà, là je suis sur ChatGPT. Alors ce qu'on peut faire, on peut déjà l'utiliser assez simplement. Alors, attendez, si j'en ai fait, ah, c'est pas les derniers. Voilà. Par exemple, voilà, je m'étais demandé, parce qu'à un moment donné, je voulais parler des voitures autonomes, mais tiens, ce serait bien d'avoir les différents niveaux d'autonomie dans les voitures. Donc j'ai demandé à ChatGPT, là, peux-tu me résumer les différents niveaux d'autonomie dans les véhicules autonomes? Ah oui, alors bien sûr, donc là, il le fait bien. Et en fait, il va indiquer automatiquement sous forme d'un tableau les différents niveaux avec la description, les pour et les contre. Je ne vais pas vous le dérouler en entier, mais donc vous voyez, simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on peut faire une utilisation très simple. Hein, il suffit qu'on lui pose une question, mais qui peut être compliquée, parce qu'il faut bien pouvoir lui poser. Il faut, en fait, on a un modèle qui s'appelle... on lui donne, alors c'est un rôle, un contexte et une tâche. On lui dit par exemple, ben voilà, toi tu es spécialisé dans ce domaine, tu connais très bien telle et telle, t'as telle et telle connaissance, enfin, et puis après on lui donne un contexte et puis après on lui demande d'effectuer une tâche et de nous répondre, de nous résoudre nous traiter une difficulté. Alors là c'était très simple. Donc là, il nous met les différents niveaux d'autonomie. Donc il les classe. Bah, ça, c'est très bien. J'espère que cela vous aide. Et je lui dis, oui, non, mais très bien. Mais maintenant, est-ce que tu peux me dire quel est le niveau d'autonomie le plus élevé? C'est bien d'avoir tous ces niveaux-là d'autonomie, parce que ça, on peut le trouver dans la littérature. Et là, il va nous dire, ah oui, d'accord. Et donc là, il va nous dire, c'est le niveau 2. Quelques entreprises. Le niveau 3 ne sont pas encore très déployés. Le niveau 4, c'est en cours. Oh, le niveau 5, on verra plus tard. Voilà. Et d'ailleurs, Luc Julia donne 2 exemples. Alors, ils sont discutables pour dire que non, ça n'arrivera jamais, le niveau 5. Les 2 exemples qu'il donne, le premier, c'est la place de l'Étoile. La place de l'Étoile à Paris. Parce qu'à la place de l'Étoile, on ne respecte pas le code de la route. Ça se fait avec des signes. J'y vais, qui va. C'est vrai. Oui, mais à la place de l'Étoile, il n'y a pas qu'une voiture autonome qui ne va pas y arriver. Et je pense qu'il y a beaucoup de conducteurs qui n'y arrivent pas non plus. Il y avait un autre exemple qui donnait... C'est assez amusant parce qu'il y a un parcours qui était fait alors aux États-Unis, je ne sais plus où, c'était entre petits, je ne sais plus, c'était du côté de Google, je ne sais plus. Et où en fait ils ont filmé donc pendant un certain temps une voiture autonome et puis donc c'était filmé pour voir un petit peu donc ce que ça donnait. Puis à un moment donné, on voit le film, la voiture à route, toc, elle s'arrête. Puis après elle redémarre et puis hop, puis elle s'arrête.
Après, elle redémarre, puis après, elle s'arrête. Puis derrière, il commence à y avoir une file un peu importante de véhicules. Bon, c'est bien, mais on va peut-être reprendre les commandes. Puis après, on voit ce qui s'est passé. En fait, ça, fallait le prévoir. C'est qu'il y avait un piéton sur le côté qui marchait et qui portait un panneau de stop. Et donc, voilà, pour ces deux raisons, bon, c'est discutable. Alors voilà, ça c'est le premier exemple assez simple. Ce qu'on peut lui demander aussi, c'est bien évidemment des choses plus compliquées. Et donc là, j'en avais prévu un certain nombre. Entre autres, ce qui est pratique, ça va être souvent de lui demander des résumés, en nous ressortant les points clés, les points importants, et de nous en tirer un article. Par exemple, j'avais donné des exemples, j'avais pris plusieurs exemples de résumés. Là, j'avais prévu, donc en illustration, ici, voilà, des résumés des articles. Ah voilà, un sur les dangers de l'intelligence artificielle. Alors, voilà, donc c'est cet article-là, en anglais. C'est important, hein, qui est, je ne sais pas combien de pages. Donc là, on pourrait le retrouver. Je lui dis, ben voilà, tu me le résumes en français, bien sûr. Tu m'en tires les points importants, les points clés. Tu m'en fais une synthèse et une conclusion. Et ça fonctionne bien. Bien, on pourrait regarder, ça fonctionne vraiment bien. Et je crois que ce que j'avais fait aussi, je lui avais dit, je crois que tu me fais le résumé audio. L'article de ZDNet, écrit par Sabrina Ortiz, met en lumière les risques associés à l'utilisation de l'IA générative comme ChatGPT. Voici un résumé sous forme de liste à puces 1. Hallucination de l'IA, les modèles d'IA peuvent commettre des erreurs en fournissant des réponses biaisées ou incorrectes, ce qui peut être problématique lorsque les gens se fient à ces robots pour obtenir des informations. Vous entendez pas? Ouais, c'est chiant, hein, si je sais pas qui... Pardon. Utilisés pour diffuser des informations trompeuses ou attaquer des personnes. Merde. 3. Ah voilà. Confidentialité des données, les données des utilisateurs... Faudra prévoir un haut-parleur. Ça aurait été pratique. Non, ça marche pas. Donc voilà, donc j'avais donné cet article-là, donc vous avez vu, puis après je lui ai dit, ben non, mais en fait, en même temps, c'est très bien, mais même le résumé, j'ai pas envie de le lire, ben voilà, tu me génères l'audio. Et comme ça, après, on peut l'écouter tranquillement. J'avais pris, de la même façon, ça c'était bien, l'annexe sur la réforme des retraites 2023. Voilà, il y a des graphiques, ouais, ok, non, ça c'est, ben voilà, tu me le résumes et tu me tires les points importants, les points clés. Étonnamment, il m'a sorti ce qui était important dedans, sur qui était concerné, justement, avec les cas particuliers. Donc voilà, on peut faire tout ce genre de choses. Et puis, alors je lui avais demandé aussi, vous allez voir, ici, donc ça c'était les résumés, photo, vidéo. Ah oui, voilà, ça aussi, je lui avais demandé, vous allez voir, hein, donc c'est un prompt, je vais demander de me faire une présentation donc sur l'introduction à l'intelligence artificielle. J'avais fait le texte, mais après je lui ai dit, tu vas me créer une vidéo avec un personnage qui le fait. Et on va conclure là-dessus. Je me demande. Voilà, et on va conclure. Bienvenue dans cette introduction à l'intelligence artificielle, l'IA. L'IA est une branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessiteraient normalement l'intelligence humaine. Cela inclut l'apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. L'IA a le potentiel de transformer de nombreux secteurs, de la santé à l'industrie en passant par l'éducation. Restez avec nous pour en savoir plus. Voilà, restez avec nous. C'est bon, alors juste... Non.
Merci. Merci de votre attention. Merci Robert. Donc on passe maintenant à la séance questions-réponses. Alors j'espère que tout le monde a tout retenu. Il y a des doigts qui se lèvent à gauche, à droite. Je prends le premier qui est plus proche pour te poser une question. Merci. Bonsoir, bonsoir monsieur, merci beaucoup. Dites-moi juste une question. La vidéo que vous venez de nous montrer, c'est l'IA qui a généré le monsieur qui parle. Alors, vous m'entendez là? C'est bon? Ouais. Merci. Oui, donc là, dans ChatGPT, c'est pour ça que je commençais à en parler, on a différentes façons de l'utiliser. Soit on l'utilise simplement en lui posant des questions, qui peuvent être très complexes quand même, et il va nous répondre. Et en fait, on peut faire exactement la même chose sur le smartphone. On a ChatGPT, l'application, et on aura exactement la même chose. La différence là, c'est qu'on a la possibilité, et on a deux éléments complémentaires. Et ça, c'est important. On a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des plugins. Donc, qui rajoutent et qui communiquent avec ChatGPT. Alors, les plugins, on va en avoir. Donc là, j'avais aussi prévu de vous montrer, par exemple, bien sûr, tel sujet, tu vas me générer une présentation PowerPoint. Et il fait la présentation PowerPoint. Sur celui-ci, eh bien, je lui ai demandé justement de me générer à l'aide du plugin correspondant la présentation. Et donc là, c'est un plugin qui va le faire. C'est pas ChatGPT, mais ça communique avec ChatGPT. Et actuellement, c'est en telle effervescence qu'on a déjà plus de 1000 plugins. 1000 plugins dans tous les domaines. Alors on en a pour faire des recherches sur Internet. Pour par exemple, ici, lorsqu'on nous pose une question et puis qui nous répond, alors par exemple, c'était tiens, est-ce que le jeûne intermittent, c'est bon pour la santé ou pas? Mais est-ce que le jeûne intermittent, le jeûne, j'ai dit le jaune, le jeûne, le fait de ne pas toujours manger et de faire des pauses. Et donc on a un plugin qui va, en fait, et je vais lui demander, mais très bien, mais ce que je veux en même temps, c'est que tu t'appuies sur des publications scientifiques. Et donc là, il va rechercher les publications scientifiques correspondantes et il me les donnera en référence. Donc on a des plugins de cette nature-là. Alors vous en avez un, alors, qui n'est pas un plugin, qui s'appelle Advanced Data Analysis. Et c'est ça que je voulais aussi vous montrer, qui permet de faire, et j'avais un très bon exemple, où je lui ai demandé, vous avez eu une présentation de Pierre Chaillot, je ne sais pas si vous y étiez, donc il y a un statisticien donc, qui fait de l'analyse de données. Et donc à la fin, justement, j'avais prévu quelques slides pour vous montrer quelle est la différence entre l'analyse de données et l'intelligence artificielle.